On n'a pas gagné avec les manifestations, que la réforme va malheureusement s'appliquer pour les travailleurs et travailleuses, mais on a quand même gagné une forme de regain du syndicalisme et du mouvement social. Il faudra tirer les enseignements de cette intersyndicale, ce que ça procure de positif sur l'unité syndicale, sans essayer de construire un syndicalisme rassemblé ou une intersyndicale permanente. Cette voix, vous l'avez sans doute reconnue, c'est celle de Laurent Berger. Pour le 29e épisode du Microsocial, le podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et le droit du travail, je vous propose un entretien d'une 30aine de minutes avec le secrétaire général de la CFDT. Je suis devenu très riche humainement, encore plus riche, que je crois que c'est ça la vie en fait. Je l'ai rencontré au siège de la Confédération française démocratique du travail, dans le quartier de Belleville à Paris, le mardi 17 mai 2023. C'était juste après le dernier conseil confédéral national de la CFDT auquel participait Laurent Berger, puisque ce dernier quitte en effet la tête de la Confédération. Moi je sais plus ce que c'est depuis longtemps de rentrer chez soi et de plus se préoccuper de rien de la vie extérieure. Le 21 juin prochain, il passera la main à Marie-Lise Léon. Moi je pense que ça va être une grande secrétaire générale. C'est quelqu'un qui est très respectueuse de ses interlocuteurs, qui a des vraies valeurs humanistes. Cette longue interview, le lendemain de l'entretien de Laurent Berger avec Elisabeth Borne, à Matignon. On veut pas une simili-concertation ou un simili-agenda social qui à la fin n'apporte rien de concret pour les travailleurs et travailleuses, donc on est venu avec un cahier revendicatif assez fourni. A été l'occasion de revenir sur le parcours professionnel et syndical de Laurent Berger, qui a commencé comme professeur d'histoire avant de s'orienter vers l'insertion, puis le syndicalisme. J'ai été voir le patron, le directeur, pour lui dire « Je souhaite que tu organises des élections de délégués du personnel ». Revenir aussi, bien sûr, sur son action pendant près de 11 ans à la tête de la CFDT, 11 ans pendant lesquels son syndicat s'est imposé comme le premier dans le secteur privé en France. C'est des fois plus difficile d'être un syndicaliste réformiste, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'un syndicaliste révolutionnaire. Syndicaliste révolutionnaire, il n'aura jamais à justifier de la faiblesse de ses compromis. Nous avons aussi abordé de multiples sujets pendant cet entretien. Le conflit sur les retraites, bien sûr. Le rapport avec le gouvernement et le président de la République. Je suis blindé, ça m'a jamais empêché de dormir. Je trouve ça totalement con, je vais être très franc. Les rapports entre démocratie sociale et démocratie politique. La position de la CFDT ces dernières années par rapport aux autres syndicats sur le dialogue social et sur les accords nationaux interprofessionnels. Moi, je revendique qu'à un moment donné, il a fallu aider les entreprises quand il y avait des marges trop faibles et qu'il y avait un chômage de masse. À ce sujet, Laurent Berger est revenu sur l'échec de la négociation de 2015 sur les institutions représentatives du personnel. Le 22 janvier 2015, c'est une date très importante. Je ne sais pas si j'ai raison de faire capoter la négo et de dire c'est bon, à Pierre Gattaz c'est bon, et je me rappelle où j'étais à ce moment-là, on va pas le faire. Échec qui a conduit par la suite aux ordonnances travail de 2017 et au CSE, le comité social et économique. Je me rappelle des heures au téléphone avec Jean-Claude Mailly, ma femme l'appelait mon doudou à la fin, tellement on s'appelait plusieurs fois par jour pour essayer de contrer les mauvais coups. Et bien d'autres choses encore, comme vous l'écouterez. Je suis Bernard Domergue, journaliste, rédacteur en chef d'actuelcse.fr, le journal numérique de Lefebvre Dalloz destiné aux élus du personnel. Très bonne écoute. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le Microsocial. J'aimerais vous entendre sur votre parcours et sur vos 11 ans à la tête de la CFDT, que vous quittez le 21 juin prochain. Mais avant, une question d'actualité. Vous avez rencontré Elisabeth Borne mardi 16 mai. Avez-vous tourné la page du conflit des retraites? Autrement dit, le patronat, le gouvernement et les syndicats vont-ils s'entendre sur un nouvel agenda social commun qui listerait les sujets à aborder dans les mois qui viennent? Quelle est votre réponse? La première chose que j'ai dit à la Première ministre, c'est qu'il n'était pas question dans ce rendez-vous de tourner une page, ni de passer à une séquence suivante, parce que je lui ai dit qu'on venait avec deux sentiments. Le premier, c'était un sentiment de profond ressentiment, de colère même, qui était y compris celle des troupes et des militants et militantes de la CFDT, contre cette réforme des retraites, que ça perdurait. Et sur la forme et sur le fond, la façon dont les choses ont été gérées depuis quelques mois. Et puis le deuxième, c'est que on venait avec des exigences, c'est-à-dire qu'on veut pas une simili-concertation ou un simili-agenda social qui à la fin n'apporte rien de concret pour les travailleurs et travailleuses. Donc on est venu avec un cahier revendicatif assez fourni, avec des droits nouveaux pour les salariés, avec des évolutions du droit. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça se mette en place. Donc c'était le premier rendez-vous, il y a rien de fixé. Mais il est hors de question de se laisser embobiner sur quelque chose qui serait en fait du cosmétique. Il y a quelques mois, lors d'une manifestation, vous nous aviez dit les manifestations suffiront, sous-entendu pour faire échec à la réforme des retraites. Ça n'a pas suffi. Quelle conclusion vous en tirez?
C'est une des conclusions d'ailleurs qu'on a évoquées avec la première ministre hier, c'est que la démocratie politique ne sait pas fonctionner avec la démocratie sociale. C'est-à-dire que la conclusion, c'est qu'on est dans un pays qui est avec une réforme qui est rejetée par la majeure partie de l'opinion, qui n'a pas été validée par le Parlement, et dont on refuserait même une PPL pour abroger les 64 ans le 8 juin prochain, et qui a suscité les plus grandes manifestations. C'est fait maintenant qu'on a les chiffres stabilisés, et des plus grandes manifestations depuis 68. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème, que le problème, il n'est pas de notre côté. Donc, on n'a pas gagné avec les manifestations, que la réforme va malheureusement s'appliquer pour les travailleurs et travailleuses, mais on a quand même gagné une forme de regain du syndicalisme et du mouvement social. Le problème, il n'est pas posé aux syndicats. Il est posé à notre démocratie et à ceux qui gouvernent. Parce que si, et je l'avais dit dès le départ, pas en signe d'avertissement, mais pour alerter, lors du mouvement des Gilets jaunes, la plus grande manifestation, c'est 285 000 personnes. Là, on a des manifestations qui ont frôlé les 2 millions largement, à certains moments, au moins 3 d'entre elles. Et il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème. Et si on pousse la comparaison qui vaut ce qui vaut jusqu'au bout, un gain pour les Gilets jaunes autour de 15 milliards, et là, les économies sur la réforme, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, on a un impensé politique aujourd'hui dans notre pays sur l'apport de la démocratie sociale, l'apport de la confrontation sociale au bon sens du terme, avec une vision totalement verticale des responsabilités. Et donc, ça n'a pas suffi. Mais moi, j'ai aucun regret sur le fait qu'on n'ait pas eu recours à la violence, à la radicalité. Certains pourraient dire pourquoi pas la grève générale, mais parce que ça se décrète pas, mes bons amis. Parce que dans les secteurs professionnels où la CFDT a mobilisé avec des très gros cortèges CFDT, les gens nous disaient mais on veut pas aller à la grève générale, on veut même pas aller en faire 2 par semaine parce que ça pèse sur le porte-monnaie. Donc on a fait notre boulot, voilà. Et on a un gouvernement qui a été sourd en face. Vous avez eu des adhésions supplémentaires comme salarié, et néanmoins les chiffres de la DRS montrent qu'on est passé en dessous du seuil des 8% de syndiqués en France. Est-ce que c'est pas un échec collectif pour le monde syndical? Le syndicalisme en France, être adhérent à une organisation syndicale, c'est un acte volontaire qui, entre guillemets, ne procure aucun droit, si ce n'est celui de l'information et de la défense à la CFDT, de la défense juridique. C'est pas le cas dans d'autres pays européens. Dans d'autres pays européens, vous n'avez pas la couverture sociale, vous n'avez pas les avancées de la convention collective, vous n'avez pas les avancées salariales si vous n'êtes pas adhérent à une organisation syndicale. Donc on a un problème de syndicalisation dans notre pays, c'est sûr. On avait un problème d'image. L'image, on l'a restaurée. Et si on a autant d'adhésion, un peu plus de 35 000 aujourd'hui, alors on se parle à la CFDT depuis le début de l'année, notamment plus de jeunes que d'habitude. C'est tout simplement parce que les travailleurs et travailleuses comprennent que les organisations syndicales, c'est utile. Mais on a encore un énorme travail à faire pour convaincre. Venons-en, si vous voulez bien, à votre parcours. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme éducateur ou travailleur social, je crois. Vous allez nous le préciser. A priori, rien qui vous destinait à devenir syndicaliste et a fortiori à diriger un jour la CFDT et puis à en faire finalement le premier syndicat français du secteur privé. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé, Laurent Berger? D'abord, j'ai commencé, j'étais militant associatif, très jeune, et ensuite ma première expérience professionnelle, c'est quelques remplacements de professeurs d'histoire géo, et ensuite des périodes de chômage. Et ensuite, j'ai été conseiller en insertion professionnelle pour permettre à des adultes qui étaient au RMI à l'époque, qui bénéficiaient du RMI, de réenclencher un parcours professionnel. J'ai toujours été un militant. Ce moment-là, il est très simple. C'est dans mon entreprise, enfin dans l'association dans laquelle je travaillais, où on n'est que 8 ou 9 salariés. Une de mes collègues savait que je militais, je faisais beaucoup d'activités associatives en dehors. Me dit j'ai un problème de salaire et je vais est-ce que tu peux regarder la convention collective avec moi? Je regarde, effectivement elle avait un problème de salaire, elle était pas au bon échelon, tout ça on l'a fait repositionner, et du coup je m'intéresse à la convention collective, ce que j'avais pas fait dès en arrivant. Et je m'aperçois que dans cette convention collective, à partir de 6 salariés, on peut avoir des représentants du personnel, des délégués du personnel. Et donc, tout simplement, j'ai été voir le patron, le directeur, avec qui on n'avait pas de mauvaise relation, pour lui dire « Je souhaite que tu organises des élections de délégués du personnel ». Et donc, il a été très étonné. Il a dit « C'est le droit, je le fais ». Et on a monté, avec cette même collègue, qui s'appelle Michel, on a monté un titulaire, un suppléant. J'étais titulaire, était la suppléante. Et vous avez commencé comme délégué du personnel, alors? Bah ouais, délégué du personnel. Du coup, la CFDT est venue négocier le protocole d'accord préélectoral, parce que j'ai été les voir. Je les connaissais un peu parce que j'avais assisté à quelques initiatives CFDT sur Saint-Nazaire.
Et ensuite, comme moi j'étais conseiller en insertion professionnelle, il y avait des militants de la CGT qui travaillaient comme assistants sociaux, conseillères Pôle emploi, enfin NPE à l'époque, conseillers mission locale, etc. On a créé un petit groupe qui travaillait sur les problématiques d'insertion et d'exclusion de l'emploi. Et à l'union locale, le soir, après nos heures de délégation, après nos boulots, parce que moi j'avais 2 heures de délégation par mois dans la convention collective, donc après les heures de boulot, on se retrouvait, on a bâti quelques trucs sur les contrats emploi solidarité, etc. Et puis voilà. Et à un moment donné, il y a eu un problème économique, on vivait de subventions dans l'association, et il y avait un poste en trop, il y avait une restructuration qui nous plaisait pas trop, une évolution. Donc on a discuté avec le président et le directeur, ça a été un peu conflictuel, c'était moi qui étais un peu en première ligne comme délégué du personnel. Et puis on a compris que de toute façon il y avait une suppression d'un poste, j'étais jeune, je me disais que je pouvais aller travailler ailleurs, ça créait beaucoup d'angoisse chez mes collègues, donc je me suis dit je cherchais du boulot ailleurs, j'en ai trouvé un dans une grosse structure d'insertion à Tours, pour diriger une grosse structure d'insertion, j'avais 28 ans, j'avais quasiment fait l'affaire et la CFDT m'a rattrapé par, le responsable de l'union locale m'a rattrapé par les cheveux, j'en avais encore un peu à l'époque et il m'a dit non, est-ce que tu veux pas venir à mi-temps à l'UL? Je lui ai dit à mi-temps c'est compliqué, je peux peut-être demander à mon patron s'il peut me garder à mi-temps, il veut pas. Donc ils m'ont fait embaucher à 80%, ce qui voulait dire 100% de boulot et 80% de salaire. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois. Et puis j'ai commencé comme ça, parce qu'on m'a sollicité. L'UL, c'est l'union locale. Ouais, c'est l'union locale. Je venais pour m'occuper des salariés de toutes petites entreprises. Je venais pour m'occuper des jeunes. Je l'étais à l'époque. Je venais pour m'occuper des accords 35 heures. Ça commençait à émerger. Et donc j'ai accompagné pas mal de négociations d'accords 35 heures des petites entreprises. Voilà, et puis petit à petit, c'est de militantisme, c'est de l'éducation populaire, on apprend les uns avec les autres, on s'y fait des amis. Il y avait une ambiance extraordinaire, des militants extraordinaires, c'était une ruche là-dedans. Tous les délégués du personnel ou tous les responsables d'union locale ne deviennent pas dirigeants syndicaux, secrétaire général de leur organisation. Qu'est-ce qui a joué? Et moi, quand Jean-Yves Texier, qui m'a sollicité pour venir à l'union locale, qui était le secrétaire général de l'union locale, pour devenir comme deuxième permanent, je lui avais dit je veux bien tout, et une chose que je veux pas, c'est te remplacer. Je veux pas devenir secrétaire général de l'union locale, ça me paraissait inaccessible, trop dur. Et aujourd'hui, c'est toujours un ami, il me dit tu vois, j'ai tenu promesse, parce qu'en fait, et je lui avais dit, je viens 3-4 ans, puis après je repars faire autre chose. Je suis jeune, en 2000, ils sont venus me voir en me disant, avec des responsables régionaux, en me disant, en fait, on veut renouveler, féminiser, rajeunir les structures CFDT en Pays de la Loire. Est-ce que tu accepterais de te mettre dans une perspective de remplacer le secrétaire de l'Union régionale? Et il se trouve que ce secrétaire de l'Union régionale, c'était Jean-Paul Leduc, un homme extraordinaire, un militant de la métallurgie, d'un humanisme incroyable. Et du coup, je leur ai dit, mais vous êtes fada, quoi. Ils l'ont fait en plus en m'invitant au resto, bien proprement dans un petit resto dans mon village d'origine, en disant viens, on va manger un soir ensemble, tout ça, ok. Et j'ai dit oui, comme pour l'union locale et comme pour la Confédération, parce que la personne qui me le demandait était celle-là, quoi. Et donc j'ai pas programmé, j'avais prévu de repartir, j'ai réfléchi. Il y avait à l'époque à l'union régionale la volonté de rajeunir et de faire des parcours de formation pour des jeunes responsables. Dedans, il y avait Yvan Ricordo, qui est là aujourd'hui. Il y en avait d'autres qui... Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit oui, et on a fait ça, et puis on est parti comme ça. La jeunesse ouvrière catholique où vous étiez, ça a joué? Ah oui, ça a joué. Alors, j'y étais plus depuis 91, donc depuis longtemps. Mais c'est une formidable école d'éducation populaire. Moi, j'y étais responsable de la catégorie apprenti. Alors, j'étais au lycée, puis ensuite à l'université. Bon, moi je connaissais ce milieu-là, j'en viens, le milieu ouvrier. C'est la construction ensemble de revendications, du changement du réel, le plus basique qui soit, pour faire respecter un droit, pour obtenir un droit supplémentaire, etc. Donc oui, moi et en plus après j'en ai été dirigeant national. Bien sûr que tout ça c'est un parcours, et puis ce parcours-là, c'est d'abord des femmes et des hommes que vous rencontrez qui à un moment donné vous font passer le pas. Après, par la suite, c'est François Chérec qui vous a, j'allais dire, mis le pied à l'étrier, qui vous a passé le flambeau, comme vous allez le faire pour Marie-Lise Léon. Mais toutes ces responsabilités syndicales, est-ce qu'elles vous ont changé? Vous diriez quoi avec le recul? D'abord, juste pour dire que François, c'est la même chose que Jean-Yves Texier et Jean-Paul Leduc. C'est le bonhomme. Moi, je suis arrivé en juin 2003 comme responsable de l'Union régionale. C'était le bordel à cause de la réforme des retraites, etc. Et j'étais persuadé qu'on avait raison sur le fond, je le suis toujours. Et donc, avec François, que je connaissais très peu, c'est noué une relation très très forte, militante et amicale. Et j'accepte de venir à la Confédération en 2009 parce qu'il me le demande, lui. Voilà. Et est-ce que ça m'a fait changer? Il y a un truc avec lequel j'ai toujours du mal, c'est quand des gens qui ont vécu une expérience forte disent qu'ils n'ont pas changé.
Vous pouvez pas ne pas avoir changé, ce serait horrible pour les milliers de personnes, de militants que j'ai rencontrés. J'ai changé, mais j'ai pas fondamentalement fait évoluer ce que sont mes valeurs, mes principes, mon mode de vie. Mes amis sont restés les mêmes, évidemment avec les évolutions de la vie et des nouvelles rencontres, mais j'ai pas changé au sens à ce niveau-là. J'ai changé parce que je me suis enrichi, je suis devenu très riche. Pas financièrement. Ça, c'est pour tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, vont dire « Ouais, il a dit qu'il est devenu riche. » Non, je suis devenu très riche humainement, encore plus riche. Que je crois que c'est ça, la vie, en fait. J'ai rencontré des réalités que je connaissais pas, géographiques, professionnelles. J'ai travaillé dans des conditions compliquées à certains moments. Enfin, j'ai vécu des succès, des échecs, des drames, des moments extraordinaires de convivialité, d'humanité. Ouais, j'ai rencontré des métiers, des interlocuteurs que je connaissais pas, politiques, patronaux, médiatiques, avec qui, donc ça fait connaître de nouveaux horizons. Mais donc fondamentalement, en termes de valeurs, de principes, de convictions, non. J'ai eu cette chance de jamais avoir à renoncer à ce que je croyais fondamentalement. J'ai parfois été en désaccord avec ce que faisait la CFDT, parce qu'il y a un fait majoritaire, mais jamais en désaccord ce que je n'aurais pas supporté avec mes valeurs. Et donc, oui, j'ai bougé, j'ai changé, je me suis enrichi, et en même temps, je suis resté fidèle à ce que j'étais. Vous parlez des politiques, justement, ça tombe bien, j'avais une question là-dessus, puisque vous évoquez dans votre livre qui sort ces jours-ci les personnalités politiques que vous avez connues. C'est vrai que vous avez connu 2 présidents de la République, hein, si je me trompe pas, donc François Hollande avec ses conférences sociales, sa loi travail, et puis Emmanuel Macron avec sa défiance des organisations syndicales qui s'est traduite par les ordonnances travail. Vous avez connu pas moins de 6 premiers ministres, hein, de Jean-Marc Ayrault et Elisabeth Borne, et 6 ministres du Travail, de Michel Sapin à Olivier Dussopt. Alors face au monde politique qui a forcément une vision du monde du travail par nature différente de celle que peut avoir un dirigeant syndical, comment se positionne-t-on? Et surtout, peut-être, pouvez-vous nous dire comment on tient face aux pressions politiques qui doivent être fortes? On l'a vu récemment avec le conflit des retraites. D'abord, moi j'ai consigne de dire qu'il faut pas voyager à vide. C'est-à-dire que il faut travailler, lire. Et c'est un travail collectif. Puis après, le secrétaire général, quand il est face à un premier ministre, une première ministre, un ministre, une ministre, il doit connaître ses sujets. Donc il faut bosser. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse et j'étais pas l'élève le plus consciencieux du monde. Donc je me suis découvert être capable de bouffer des notes à longueur de temps. Faut pouvoir le relier à du réel. C'est pour ça que j'ai jamais renoncé pendant ces 11 années de mandat à aller sur le terrain, à aller rencontrer des équipes, à confronter sans présence médiatique, sans présence de qui que ce soit, c'est juste pour connaître. Et puis il faut considérer que la personne qu'on a en face, il y a un côté impressionnant quand vous arrivez, hein, les premières fois. Mais après, elle a comme vous 2 bras, une tête, et je me suis pas grisé, quoi. Je me suis ni grisé, ni considéré que c'était quelque chose de banal. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai fait mon boulot de syndicaliste, comme quand j'allais voir mon directeur tous les mois avec mon cahier de DP en lui disant voilà ce qu'on propose, en ayant travaillé sur pourquoi, comment. Et puis de l'autre côté, ne pas y aller les mains vides, ne pas aller à la one again sans préparer. Donc moi j'ai toujours écrit des interventions, des argumentations dans la chemise quand je vais à un rendez-vous. Donc, voilà, donc et puis après il y a un dernier élément, c'est vous pouvez être respecté que si vous êtes respectueux. Et donc moi j'ai jamais je finis presque 11 ans de mandat et je mets au défi quiconque de trouver un interlocuteur avec qui j'aurais été irrespectueux. Un interlocuteur avec qui j'aurais pu m'engueuler, j'aurais pu être cash, un peu rudos, parce qu'on n'était pas d'accord ou parce qu'il y a eu un seul coup, ça il y en a, vous allez en trouver. Ils oseront pas le dire d'ailleurs. Mais irrespectueux jamais, c'est-à-dire chacun est dans son rôle et c'est pas la guerre. Et vous avez été très exposé, comment on garde la tête froide dans ces situations? En vivant normalement, en n'ayant pas changé d'amis, en n'ayant pas de dîner en ville, ça veut pas dire pas de soirée avec les potes, en ayant beaucoup de soirées avec les potes, avec sa famille, en s'aérant la tête avec ma famille, en allant à la campagne, en restant normal, en gardant les mêmes amis, voilà, et en considérant qu'on est de passage. Sur ces 11 ans de mandat à la tête de la CFDT, qu'estimez-vous avoir fait évoluer positivement, que ce soit pour les élus du personnel, les représentants syndicaux ou les salariés? Et à l'inverse, que regrettez-vous de n'avoir pas fait ou d'avoir pas su empêcher peut-être?
Ce dont je suis fier, c'est, je le disais, quelque chose qui est pas très visible à la radio, mais en faisant un mouvement de la main quand je suis arrivé, je leur rappelais ça au Conseil national ce matin, quand je suis arrivé comme secrétaire général, c'est qu'il faut que la Confédération se retourne vers ses équipes militantes. Il faut qu'on ait un peu moins des fois la longue vue pour regarder ce qui se passe dans les entreprises, mais qu'on mette un peu les mains dans le cambouis et qu'on les outille. Et on a développé tout un tas d'outils, avec un dispositif qui s'appelle ARC par exemple, et qui est de plus en plus utilisé, avec des responsables intermédiaires qui sont beaucoup plus en proximité avec les équipes que de faire de la réunionite, etc. Je crois plutôt qu'on a réussi ça, de recréer de la... Ça existe déjà un peu, hein, il n'y a pas un avant, un après, mais de mettre un peu de lien entre les différents strates de l'organisation. Et donc ça, on a plutôt réussi. C'est ce qui nous fait gagner d'être première organisation, c'est-à-dire qu'il y a une proximité. Donc ça, on a réussi à mettre en exergue des situations dont on parlait jamais. Comme par exemple ? Vous savez, ces travailleurs de deuxième ligne dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, qui sont devenus aujourd'hui la masse majoritaire de nos adhérents, en tout cas une bonne partie. En allant sur le terrain régulièrement, on les connaît, on les reconnaît et on en parle. Donc moi, j'ai adoré être le porte-voix de tout un tas de salariés dont on parle assez peu. Voilà, ce qu'on aurait pu réussir mieux, c'est de mettre en lumière ce qu'est la richesse du syndicalisme à travers les différents visages. Donc pour ça, c'est pas faute d'avoir essayé, en citant des exemples et tout, mais c'est pas toujours facile, y compris d'ailleurs dans le monde médiatique, qui se déplace pas facilement dans une boîte pour voir ce qui se passe dans le cœur du réacteur du dialogue social ou du syndicalisme sur les lieux de travail. Bon, on n'a clairement pas réussi la syndicalisation, c'est-à-dire qu'on a toujours un problème de ce côté-là. Et puis, j'ai un regret. Je suis historien de formation, donc refaire l'histoire, c'est pas trop mon truc. Mais que serait-il passé en janvier 2015, vous en rappelez sûrement, si dans la fameuse négociation sur la modernisation du dialogue social, on top ou pas, on trouve un deal avec le patronat. Justement, je voulais vous poser une question là-dessus, ça tombe très bien, parce que j'ai assisté à cette négociation. Ça a duré X séances, puis ça s'est terminé dans la nuit avec un échec. Par la suite, donc il y a eu la loi Rebsamen qui a élargi la délégation unique du personnel, puis finalement ça a abouti aux ordonnances Macron et à la création un peu autoritaire du CSE qui fusionnait le CE, le CHSCT et l'EDP. S'il y avait eu un accord sur ces IRP en 2015, on aurait peut-être évité tout ça, non ? Ouais, c'est là où je vous parle de... C'est difficile de réécrire l'histoire, mais en fait, on est dans cette négociation. Moi, je regrette à ce moment-là d'avoir un interlocuteur, Pierre Gattaz, qui comprend rien au dialogue social. Je crois que ça aurait été différent avec son successeur, d'ailleurs, mais qui, du coup, s'arc-boute sur des trucs qui font que nous, ça devient compliqué. Nous, la CFDT, à ce moment-là, c'était Véronique Descaques et Marie-Lise Léon, on est conscient qu'il faut faire bouger les lignes. Par efficacité du dialogue social, par surcharge aussi. Mais on arrive à un texte à la fin qui est quand même ultra rude à faire passer chez nous et qui est pas du tout à la hauteur, y compris en termes de moyens. Un texte qui est pas si loin d'ailleurs des futures ordonnances sur le CSE. Oui, un texte qui est pas si loin. Mais qu'on aurait peut-être pu, si on avait dans le dernière limite, en disant peut-être pu amender. Et donc à ce moment-là, il faut François Chirac disait qu'il faut être la sociologie de son organisation. Et à ce moment-là, moi qui ai toujours fonctionné avec beaucoup de capteurs, j'active tous les capteurs des militants dans les boîtes, etc., que je connais, de secteurs et tous, ce qui est renvoyé, c'est rouge. Et là, si vous voulez, vous pouvez pas faire sans vos équipes. Et moi, je me rappelle très bien, j'arrivais à la Confédération, il devait être 6h30 du matin, et d'avoir Véronique Descaques, la secrétaire générale adjointe au téléphone, et qui me dit, c'est bizarre, j'ai pensé à t'appeler, mais je sais pas si t'étais encore opérationnel, et je lui dis, moi non plus, mais je le fais. Et on avait pensé la même chose en même moment, dans la nuit. On s'était dit, c'est pas passable, en fait. Et donc, mon regret, c'est pas qu'on n'ait pas topé avec le patronat, parce que là, on aurait eu nos équipes, ça aurait été Henri Boulding, et puis on aurait eu les mêmes effets que les ordonnances. Mon regret, c'est qu'il n'y a pas eu de maturité du dialogue social pour le faire. Et que la maturité du dialogue social, c'est évidemment le patronat, on peut taper sur le patronat, tout ce qu'on veut, mais aussi les autres organisations syndicales qui n'avaient pas envie de s'y engager. C'est-à-dire que si on était allé grouper sur l'idée que quand même on peut renforcer le dialogue social, mais on peut quand même le simplifier sur un certain nombre de points, il faut garder de la proximité, etc., peut-être qu'on aurait réussi à avoir un accord qui n'aurait pas été parfait, qui aurait été critiqué, mais on ne serait pas pris en pleine gueule des ordonnances derrière. Les ordonnances qui ont été un peu la même chose sur le comportement des organisations syndicales. Les ordonnances Macron de 2017 qui ont notamment créé le CSE. Oui, et qui était dans son programme. La première chose qu'il fait en arrivant, en confiant ça à la ministre du Travail, Madame Pénicaud,
Et à ce moment-là, on voit que la vague elle va être énorme. Et on a une réflexion d'ailleurs là aussi avec la commission exécutive, le Bureau national, c'est-à-dire on rentre dans la discussion, on rentre pas dans la discussion. Vous avez choisi de pas vous opposer frontalement. On a choisi de rentrer dans la discussion d'abord. Pour opposer, moi je me rappelle des heures passées en réunion pour contrer les mauvais coups en termes de moyens, etc. Pas tous, mais c'est autre chose que ce qui a été appliqué à la fin. Je me rappelle des heures au téléphone avec Jean-Claude Mailly, ma femme l'appelait mon doudou à la fin, tellement on s'appelait plusieurs fois par jour pour essayer de contrer les mauvais coups. Et après, une fois que il y a eu un petit problème de déloyauté sur les représentants des salariés dans les conseils d'administration, parce qu'on nous l'avait promis, c'était pas finalement dans le texte final. Après, oui, c'est pas qu'on s'est pas opposé. D'abord, on a voulu regarder ce qui se passe. On a vu que c'était assez compliqué, mais s'y opposer, faut toujours se demander quand on va s'opposer à quelque chose, c'est quoi nos éléments de rapport de force. Un gouvernement qui vient d'être mis en place suite à une élection présidentielle et législative qui sont claires, qui applique quelque chose, la voie parlementaire, vous oubliez. Mais des ordonnances qui remettent en cause le dialogue social ou qui l'affaiblissent, dont on ne savait pas tous les effets. Parce que moi, je veux bien qu'on refasse toute l'histoire après, mais c'est facile de dire j'ai vu, j'avais su, tout ça. Bien sûr, moi, je peux vous prédire la fin du monde pour demain, et un jour, j'aurai raison, peut-être. Mais je sais pas quand. On voit très vite quand même que, y compris dans l'écriture des décrets, que ça va être problématique. Après, vous faites pas mobiliser les salariés sur un sujet de dialogue social. Moi, ça a été, d'ailleurs, les manifestations des uns et des autres sur le sujet ont été des manifestations de militants. Pas de nature à faire. Donc, oui, à ce moment-là, moi, j'ai un regret, c'est qu'on n'ait pas été par la négociation capable d'aller plus loin. Peut-être même, on peut même le refaire le film. Quand c'était Rebsamen qui reprend le sujet d'avoir assumé ce qui aurait été dur à faire, mais qu'il aille un peu plus loin que simplement le truc un peu cosmétique qui a été fait, qui fait que ça n'aurait pas justifié les ordonnances de 2019. Enfin, on peut refaire de 2017, on peut refaire le film tant qu'on veut, mais c'est clair que ce moment-là, il dit des choses sur l'état de la démocratie sociale dans notre pays. Vous parliez de Jean-Claude Mailly. À ce micro, il nous a raconté que vous et lui, dans les jardins, je crois, du ministère du Travail, vous aviez négocié pied à pied avec le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, la première ministre du Travail de Emmanuel Macron, pour essayer d'ajuster un peu à la hausse je crois que le nombre ou le crédit d'heure des élus du personnel qui était prévu dans le CSE, c'est vrai? Ça s'est passé comme ça? Ouais, c'est vrai. C'est pas que là-dessus, hein. Le nombre de délégués selon le nombre de salariés, ça c'est sûr. Le crédit d'heure, ça c'est sûr. Il y a eu des choses sur est-ce qu'il y a un délégué syndical à partir de combien. On a pied à pied et on a fait bouger des lignes. Il y avait une autre option, hein, parce que moi cet été-là, c'est pas l'été le plus funky en termes de vacances. Hein. Ça a été un été assez pourri en termes de vacances à cause de cette réalité-là, de cette actualité-là. Mais c'est vrai qu'on a joué le rôle que doit jouer un syndicaliste, même quand c'est compliqué, d'éviter de réduire au maximum les mauvais coups plutôt que de laisser faire, parce que ça n'aurait pas créé plus de ressorts de la part des salariés. Enfin. Les salariés, ils peuvent se mobiliser sur les retraites, on l'a vu, ils peuvent se mobiliser sur leur salaire, sur leur protection sociale, sur leurs conditions de travail, se mobiliser sur les moyens attribués à tel ou tel élu. Il faut pas rêver. Enfin, moi, je crois pas qu'il faut raconter du rêve, vendre du rêve. Je vais vous proposer une analyse en 3 phases de votre passage à la tête de la CFDT. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Le conflit récent autour des retraites, pour lequel la CFDT a fait corps avec l'intersyndicale, peut fausser un petit peu peut-être le bilan de votre action, puisque ça n'avait pas été le cas de précédentes réformes, hein, que ce soit la loi de travail de 2016 ou d'autres réformes sur les retraites. Moi, je distinguerai 3 phases. La première, c'est sous François Hollande, où vous avez exercé pour la CFDT une influence réelle sur la conduite de la politique, notamment en soutenant des orientations appuyant la négociation d'entreprise, mais dans un contexte marqué par un chômage important, et donc un gouvernement qui recherche des solutions de flexibilité pour les entreprises. La deuxième phase, c'est pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est toujours cette recherche d'influence que vous avez indiquée tout à l'heure, mais avec une forme aussi d'impuissance pour vraiment peser profondément sur les projets, puisque l'exécutif est estimé qu'il n'avait pas à tenir compte en profondeur des acteurs sociaux et syndicaux et qu'il pouvait imposer ses propres réformes. Et la troisième phase, c'est aujourd'hui, c'est le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, où là vous avez engager un rapport de force via l'opinion publique, via les médias, via les manifestations et les grèves, pour essayer d'avoir un vrai rapport de force contre l'exécutif. Et ça correspond aussi à une amélioration du marché du travail, une amélioration de l'emploi et à une phase post-Covid. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois pas qu'il y ait des phases.
Je crois qu'il y a l'exercice des 4 fonctions principales du syndicalisme à des moments variés qui tiennent compte du contexte. Vous avez parlé de l'emploi, mais qui peuvent tenir compte du contexte politique, démocratique. Une organisation syndicale, c'est d'abord une capacité à apporter de la critique sociale, à regarder la réalité telle qu'elle est et à la critiquer. C'est ensuite de formuler des propositions, des revendications qu'on met au débat dans une négociation là avec un rôle très important ou dans une concertation. C'est une fonction de capacité de compromis et d'engagement. Et puis, c'est une fonction de contestation. Et il faut savoir conjuguer les 4 à des moments différents. Et les moments différents, ça dépend du contenu des textes, ça dépend aussi beaucoup du moment politique, économique dans lequel on le fait. Moi, je revendique qu'à un moment donné, il a fallu aider les entreprises, quand il y avait des marges trop faibles et qu'il y avait un chômage de masse. Je revendique le fait qu'il fallait des compromis pour faire la garantie jeune, par exemple, universelle, obtenue dans une conférence sociale, je ne sais plus à quelle époque, etc. Puis je revendique qu'il fallait aller s'engager, même si on savait que ça allait être compliqué, sur les ordonnances, parce qu'à un moment donné, pas pour acter le compromis, on ne l'a jamais fait, hein. Il n'y en a pas eu de compromis, c'était une concertation, mais pour dire éviter les mauvais coups. Et puis je revendique qu'on soit opposé à la réforme des retraites et pas à celle de 2014 de Marisol Touraine, qui était aussi un effort demandé aux salariés parce que les déséquilibres n'étaient pas le même, la situation économique n'était pas la même. Et donc ça peut donner ce sentiment-là, c'est une lecture possible, c'est-à-dire qu'en gros, on serait passé de la co-gestion avec Hollande à l'affrontement. Ça, c'est pour les commentateurs politiques. Ça peut pas être pour les commentateurs du social. Les commentateurs du social, ils savent que les choses sont plus compliquées, qu'on est passé d'une problématique syndicale qui était l'emploi à une problématique syndicale qui est aujourd'hui le travail et les salaires, que nos systèmes de protection sociale, les retraites par exemple, elles ont subi suffisamment de réformes pour qu'aujourd'hui on ait besoin d'une réforme pour rendre le système plus juste, mais qu'on n'ait pas un problème de déséquilibre, comme contrairement à ce qui est dit, comme ça a été le cas en 2003 ou en 2014. Donc, vous voyez, la CGT, elle est restée fidèle à ce qu'elle est. Revenons sur le social, justement. Vous avez, la CFDT, plus largement, a négocié et signé de nombreux accords nationaux interprofessionnels qui ont fait évoluer le droit du travail ou le droit de la négociation collective, effectivement, et dans un sens parfois critiqué par les autres organisations comme la CGT ou FO. Je pense notamment à l'accord de 2013 sur la sécurisation de l'emploi, où il y avait davantage de flexibilité pour les entreprises, avec les accords de maintien dans l'emploi. Il y avait la négociation des plans sociaux, les délais préfixes pour le comité de l'entreprise, mais aussi une nouvelle expertise sur les orientations stratégiques pour le CE. Je crois qu'il y avait aussi le principe des droits rechargeables qui était acté. Par exemple, sur cet accord, vous le referiez ? Ah ouais, cet accord, je le referai, ouais. Puis il se trouve que cet accord, c'est moi qui l'ai préparé comme secrétaire national. J'avais envie d'aller au bout de la négo, mais le secrétaire général ne négocie pas en direct. Cet accord, il a aussi mis en place les représentants des salariés dans les conseils d'administration, qui n'existaient pas. Il a mis en place la complémentaire santé, payée dans le privé, payée à 50% par l'employeur, ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui dans le public, avec des délais qui sont des fois un peu trop longs. Il y avait la base de données économiques et sociales, etc. Oui, je le referai, ouais. Ouais, je le referai. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai assumé un truc. J'ai dit, et peut-être c'est là d'où je venais, les Pays de la Loire, on était la première organisation syndicale. J'ai assumé le fait qu'il faut d'abord assumer sa singularité pour pouvoir travailler avec les autres. Il ne faut pas se demander tous les matins ce que les autres vont faire avant de savoir si nous, on s'engage ou pas. Un compromis, c'est jamais un truc merveilleux 100% de ce que vous avez voulu. Ça s'appelle pas un compromis, ça s'appelle une victoire au foot, si vous gagnez, ça s'appelle un régime dictatorial si vous êtes dans une société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous pensez devoir... C'est un compromis social, c'est jamais ça. J'ai jamais pensé qu'un compromis social, et ça n'a jamais été le cas, puisse être gagnant sur tous les coups. Il peut y avoir des avancées à des moments importants de l'histoire, mais qui sont souvent liées à d'autres... qui sont pas forcément non plus la satisfaction de 100% des revendications. Donc moi, cet accord, je l'assume. Cet accord, c'était un accord mature et j'en suis fier. Alors c'est vrai que c'est un accord très riche par rapport notamment aux derniers accords nationaux interprofessionnels qui paraissent plus légers. Si on voit le texte sur l'environnement par exemple, ou le dialogue social sur l'environnement, c'est plus un commentaire de la loi qu'une nouvelle disposition. C'est un peu la même chose pour l'accord sur le télétravail. Ouais, mais si on regarde l'accord sur le télétravail, il a été très utile pour la négociation dans les entreprises, qui a servi de repère. On est rentré dans une période où la question du droit dur et du droit souple se pose. On est entré dans une période où le normatif fait peur à tout le monde. Vous savez, il faut pas qu'on néglige, quand on est responsable national d'une organisation syndicale, le contexte.
On peut faire croire qu'on va faire bouger les lignes, surtout avec une majorité qui n'a pas envie de bouger sur la question de la répartition de la richesse, qui n'a pas envie de bouger sur la question normative dans le droit du travail, etc. On peut pas vendre que du rêve. C'est vrai que le contenu des accords, il a parfois bougé. Le patronat résiste beaucoup à faire du normatif. Le télétravail, ça a été très utile. L'accord sur le dialogue social et la transition écologique peut être très utile si on arrive à mobiliser les équipes là-dessus, y compris dans les entreprises. On vient d'en signer un sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui parle de prévention primaire, etc. et qui est plutôt intéressant. Moi, j'ai un truc quand on intègre ce bureau, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est la toute-puissance, ça n'existe pas. Et le fait qu'on soit tout seul sur le terrain, ça n'existe pas non plus. Donc on fait en fonction des réalités. Parce que c'est des fois plus difficile d'être un syndicaliste réformiste, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'un syndicaliste révolutionnaire. Syndicaliste révolutionnaire, il n'aura jamais à justifier de la faiblesse de ses compromis. Mais il aura quand même à justifier un jour ou l'autre de qu'est-ce qu'il a apporté aux travailleurs ou pas aux travailleurs. Et si vous reprenez l'accord de 2013, moi je peux revendiquer ce que ça a apporté aux travailleurs. 50% de la complémentaire, je peux revendiquer que les représentants des conseils d'administration, ça a été le pied dans la porte. Ça a été obtenu à 4h du matin entre Laurence Parisot et moi, au téléphone. Je me rappelle, sur mon canapé, ne dormant pas en suivant les négos et finissant par l'arracher. À ce moment-là, on nous a dit, ouais, c'est horrible, on va mettre le loup dans la bergerie, les travailleurs. Maintenant, même les patrons les plus réacs à ce moment-là, ils disent, c'est quand même pas complètement con d'avoir un représentant du travail dans les grandes entreprises. Et nous, hier, avec la première ministre, on a revendiqué qu'on baisse le seuil à 500, par exemple. Donc, c'est work in progress. C'est à peu près le seul truc en anglais que je sache dire. Mais c'est clairement ça. Voilà. Et puis, il n'y a pas de certitude. Et puis, on a des doutes. On ne sait pas si on prend le bon chemin. On ne sait pas si on prend... Moi, pour reprendre un sujet qu'on a évoqué, le 22 janvier 2015, c'est une date très importante. Eh bien, je sais pas si j'ai raison de faire capoter la négo. Et de dire, c'est bon, à Pierre Gattaz, c'est bon. Et je me rappelle où j'étais à ce moment-là. On va pas le faire. Je sais pas si j'ai raison ou tort. Et même maintenant, est-ce qu'il aurait fallu faire autrement? Mais on est comme tout le monde, c'est-à-dire on prend les décisions et il faut les prendre en conscience et puis en ayant un peu consulté, évidemment. Qu'est-ce que ça vous a appris le dernier conflit là sur les retraites? Il y aura beaucoup de fils à tirer. Ça a été un énorme lieu de sociabilité. C'est-à-dire qu'on a enfin digéré le Covid syndicalement. C'est très important. Nous, il y a une revivification de nos unions locales, unions territoriales, etc., qui est extraordinaire. Et ça, faut pas le laisser retomber. Qu'il y a un monde du travail aujourd'hui qui fait confiance au syndicalisme, quand même, pour le représenter. La cote de confiance, mais aussi les manifestations. Qu'on a fait bouger des salariés de secteurs professionnels qui ne bougeaient pas, qui ne bougeaient plus. Et c'est pas plus mal qu'ils se bougent avec les organisations syndicales, qu'ils aillent voter à Rassemblement National. Voilà, ça, c'est pas une garantie 100%, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a redonné de l'espace au syndicalisme. Nous, je crois que la CVT, on a redonné de l'espace à nos instances locales, etc. C'est très important. Elle dit quelque chose sur les relations intersyndicales. Que quand on a la maturité de deux choses, c'est d'être très clair sur les points d'accord ou de désaccord, de porter les choses qu'on porte en commun, c'est vraiment ce qu'on partage. Et qu'on est capable d'être loyaux dans la façon dont on fonctionne les uns avec les autres sans essayer de tirer la couverture à soi, ça fonctionne plutôt. Et que c'est validé par les salariés. Il faudra tirer les enseignements de cette intersyndicale, ce que ça procure de positif sur l'unité syndicale, sans essayer de construire un syndicalisme rassemblé ou une intersyndicale permanente. Donc, ça dit des choses sur un pouvoir totalement déconnecté du monde du travail. Ça dit des choses sur l'impensé du travail dans notre société. Voilà, il y a plein d'enseignements à tirer. Ça dit des choses sur la puissance de la CFDT. Tout le monde pensait qu'on n'était pas capable de mettre des gens dans la rue. Mais les cortèges CFDT, ils étaient puissants. Donc, parce qu'on a une représentation de salariés assez large dans les champs professionnels. Il faut tirer le bilan de ça. Après, ça, c'est les trucs importants de mon point de vue. Puis après, il y a l'écume. C'est le rapport Berger-Macron dont tout le monde se fout. Et moi, le premier, c'est des échanges pas très sympathiques qui ont eu lieu quand même.
Oui, bien sûr. Moi, je suis blindé. Hein. Enfin, en fait, en vrai, j'ai pas d'affect dans tout ça. Je suis blindé. Ça m'a jamais empêché de dormir. Je trouve ça totalement con. Je vais être très franc, de s'en prendre alors que les Français attendent quelque chose à 13h dans un journal et de citer la CFDT et son secrétaire général. Enfin, je trouve ça d'une nullité absolue. Je vais pas le cacher. Une deuxième fois après dans des trucs off. Mais je m'en fous en fait. Le truc, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est d'ailleurs, ça aurait été un risque énorme de le prendre d'une façon personnelle. Il faut considérer que c'est le mouvement social, c'est même le monde du travail qui a été méprisé. Votre avenir à vous, vous avez des passions personnelles que vous allez pouvoir cultiver, vous avez un nouvel engagement prévu ? J'ai quelques pistes, j'ai pas d'atterrissage professionnel parce que cette passation de responsabilité, elle était prévue depuis un an et demi dans l'équipe et moi j'avais prévu qu'à partir de janvier, je puisse avoir un peu de temps pour faire des recherches et bon, ça a loupé. J'ai des pistes. En termes d'engagement, je vais rester un militant engagé. Les questions de pauvreté, c'est des questions qui me taraudent beaucoup, donc je vais voir si je peux être utile. Il y a le pacte du pouvoir de vivre, si je peux donner un coup de main, je donnerai un coup de main. Et puis, d'un point de vue professionnel, si je peux transmettre un peu de ce que j'ai vu, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé, j'ai mis les mains dans le cambouis sur la question du travail, et j'ai aussi continué à avoir une activité intellectuelle, des relations avec les intellectuels, etc., à lire beaucoup. Donc voilà, tout ça donne un peu de pratique. Si je peux le transmettre, je transmettrai. Je vais continuer à m'intéresser aux livres et à la façon dont on peut en faire sur des sujets intéressants. Là, c'est des projets un peu annexes qui prennent corps, mais qui sont pas fixés totalement. Puis après, il faut que je trouve un boulot, un vrai, qui quand même permette de manger. Dernière question, vous allez passer la main à Marie-Lise Héon, qui sera donc la deuxième femme après Nicole Notat à être élue à la tête de la CFDT. Comment la décririez-vous ? Première chose, je la décrirais comme une militante. C'est quelqu'un qui s'indigne des situations qui sont injustes, et c'est fondamental ce ressort-là. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui connaît bien les différentes réalités du monde du travail. Je crois qu'il y a une forme de modernité, là, notamment tout ce qui est travail indépendant, mais pas simplement. Qui est proche des militants et qui apprécie des militants, c'est fondamental. Qui peut travailler sur un texte pour proposer une analyse comme être dans la réalisation concrète, qui aime bien aller sur le terrain. C'est une responsable très complète et c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est très respectueuse de ses interlocuteurs, qui a des vraies valeurs humanistes. Moi, je pense que ça va être une grande secrétaire générale, avec un style à elle. On a la chance, nous, de faire des transmissions de responsabilité apaisées, qui ne provoquent pas de changement de ligne, mais changement de secrétaire général, changement de style. Donc il y aura un style nouveau, il y aura un style Léon. Mais moi, je suis très confiant. Ça se passe d'une façon remarquable ces semaines-ci dans la transmission. C'est aussi une amie, quelqu'un qui aime bien, qui est simple, qui aime bien faire la fête. Voilà, donc c'est important. Hein, il faut rester connecté à sa vie, quoi. Tout le monde pense que finalement, y compris la CVT, maintenant comme c'est apaisé, c'est cool. C'est quand même, moi je sais plus ce que c'est depuis longtemps de rentrer chez soi et de plus se préoccuper de rien de la vie extérieure. Donc je pense que voilà, il faut rester connecté à sa vie. Il faut des cordes de rappel, des gens avec qui on vit, qui nous disent t'es gentil, mais ça va voilà, on va peut-être passer à autre chose. C'est de la pression, mais elle est complètement faite pour assumer ça. Merci Laurent Berger pour cet entretien et merci plus largement, je tiens à le souligner, pour la qualité de vos échanges avec la presse. Non, c'est important pour moi les échanges avec la presse et le respect, parce que une démocratie, ça fonctionne pas sans une presse critique, indépendante, libre, qui des fois vous pose une question qui vous emmerde, parfois écrit un truc qui vous emmerde aussi, avec qui vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou des fois vous êtes d'accord et ça vous emmerde quand même, parce que je crois avoir été toujours respectueux et toujours avoir pris le temps, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Puis il y a une petite particularité, c'est qu'on est un domaine, le social, où on est ramené aux politiques en permanence, quoi. Et on met pas assez en avant le syndicalisme dans sa fonction la plus essentielle sur le terrain, dans son rôle de représentant du personnel. Et voilà, et je me suis pas énervé avec les journalistes. Il y en a des plus énervants que d'autres, mais non, moi, c'est eux que enfin, franchement, je les remercie. Et on a besoin d'eux. Nous, on a besoin d'eux. Donc, merci Laurent Berger pour la qualité de ces échanges depuis 2012. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Micro Social, le podcast sur le travail et le droit du travail par Lefebvre Dalloz. Merci.